Dimanche 23 février 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici le principal titre. L'Union nationale des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers du Mali a décerné un trophée Tiwara à la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et des attestations de reconnaissance à certains agents forestiers pour leurs services rendus dans la formation et l'encadrement des exploitants forestiers. Un seul titre pour ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'annonçais à l'instant, l'Union nationale des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers du Mali a décerné un trophée Tiwara à la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et des attestations de reconnaissance à certains agents forestiers pour leurs services rendus dans la formation et l'encadrement des exploitants forestiers. La cérémonie qui s'est déroulée ce samedi 22 février 2020 à Daoudabougou a enregistré également la présence de plusieurs autres personnalités. Suivons ce reportage. L'Union des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers du Mali a pour objectif, entre autres, de développer l'exploitation forestière, de veiller au respect des plans d'aménagement, commercialiser les produits de l'exploitation forestière et de faciliter les liens avec les institutions financières et les partenaires au développement. En organisant cette cérémonie de distinction, elle vient ainsi reconnaître et encourager les efforts abattus par ses partenaires, notamment la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, certains agents des eaux et forêts et les présidents des différentes associations coopératives. Nous avons une vision qui se rapproche un peu à la vision de celle de la société de gestion forestière. Donc, tel que l'aménagement des massifs, l'encadrement des exploitations forestières, donc également de contribuer également à l'amélioration de leurs fonds qui leur permet maintenant de faire l'exploitation légalement. Donc en voyant ça, nous avons vu que vraiment nous pouvons rapprocher à cette société de gestion forestière là pour que vraiment les organisations de gestion forestière puissent être faites dans un cadre que l'État malien prévoit. Pour les responsables de l'Union des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers du Mali, la remise de ce trophée Tiwara à la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé se justifie par la qualité de son service rendu dans le financement, la formation et l'encadrement des exploitants forestiers. Nous disons maintenant vraiment grand merci à la société de gestion forestière et également l'effort qu'ils sont en train de fournir qui double encore cet effort-là pour que vraiment tous ceux qui n'avaient pas compris que vraiment ils sont dans la légalité, qu'ils comprennent davantage. Et également, pour que vraiment d'autres personnes aussi en fassent la même chose. Et si cela a été fait, je pense que la forêt sera préservée. Également, nous allons faire l'exploitation légalement durant un très bon temps. Avec un sentiment de joie et de fierté que nous avons reçu cette trophée-là de la part de la société des coopératifs de gestion forestière. Le but de la société, c'est quoi? C'est d'essayer d'organiser les coopératives et les différents exploitants qui se trouvent dans chaque région du Mali. Pour les organiser, pour qu'ils puissent travailler dans la base du plan d'aménagement que la loi 028 de 2010 qui détermine les principes de gestion du domaine forestier national. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en collaboration. La cérémonie a été aussi émaillée par les prestations de la troupe Tobodji, dirigée par l'artiste comédien Kari Koulibaly di Madouolo. La rencontre a pris fin par la remise du trophée Tiwara à la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et les attestations de reconnaissance aux autres partenaires. Management des ressources humaines à l'officine, c'est le thème central de la 13e journée scientifique du syndicat national des pharmaciens privés et d'officine SINAPO. Placé sous le haut patronage du ministre de la Santé et des Affaires sociales, l'événement a eu lieu ce jeudi 20 février au Centre international de conférences de Bamako. Fatoumata Kane. Des panels d'experts afin de mieux outiller les professionnels à relever les grands défis du secteur pharmaceutique au Mali, c'est l'objet de cette journée scientifique du syndicat national des pharmaciens privés et d'officine, 13e édition du genre, axée sur le thème central « Management des ressources humaines à l'officine ».
Cette journée scientifique sera également l'occasion propice de débattre des sous-thèmes gestion du personnel et code éthique, formation et rupture du contrat de travail. Comme vous l'avez constaté, chaque année, on anime une journée qu'on appelle journée scientifique. Au cours de cette journée scientifique, on prend un thème en rapport soit avec nos collaborateurs ou un thème en rapport avec la science, c'est-à-dire sur les médicaments, sur les nouveautés par rapport au traitement. Donc on choisit un thème. Comme on a fait suffisamment de thèmes par rapport aux médicaments et autres scientifiques, cette année on s'est recentré sur nous-mêmes et les rapports que nous avions avec nos collaborateurs, qu'on appelle le management de l'office officinal. Des recommandations pertinentes seront formulées au cours de ce cadre de partage d'expériences et transmises aux autorités compétentes, le tout concourant à booster le secteur pharmaceutique dans notre pays et assurer la santé de nos populations. Dans ce contexte, on s'est dit qu'il va falloir définir le rapport qui nous lie aux pharmaciens assistants, aux pharmaciens remplaçants. Quand le pharmacien s'absente pendant 1 ou 2 années, c'est lui qui doit le remplacer. Dans quel cadre et quelle relation il doit avoir avec le pharmacien titulaire ou nos collaborateurs qui sont là, qui délivrent le médicament au public, nos rapports avec eux et également dans quel contexte ils doivent mieux accueillir les malades, les mettre dans les meilleures conditions et leur délivrer le médicament. Saluant cette initiative annuelle du SINAPO, le président de l'Ordre des pharmaciens a remercié l'ensemble des partenaires et acteurs pour leur disponibilité et accompagnement constant à la profession pharmaceutique et à l'amélioration de la santé des populations. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur la question de la profession, voir ce qu'on a pu réussir et ces défis, les enjeux à venir. Parce que ce thème, nous, là, à la faculté, nous avons peu de formation par rapport à la gestion des ressources humaines. Et étant donné que nous sommes des entrepreneurs et que nous exemplons des personnes, nous avons le devoir de nous former, de mettre en mise à jour pour pouvoir mieux gérer nos rapports. Pour rehausser l'éclat de la cérémonie, l'assistance aux sorties nombreuses pour la circonstance a eu droit à des prestations de l'ensemble instrumental du Mali. Vivement la 14e journée scientifique du Syndicat national des pharmaciens privés et d'officine, SINAPO. Ce reportage était signé plutôt Al-Hamidou Badini et dans le cadre de la célébration de sa 13e journée scientifique, le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée, SINAPO, a organisé une soirée gala ce samedi 22 février au Centre international de conférences de Bamako. La cérémonie proprement dite met fin au programme des activités de l'édition 2020. Fatoumata Kane. C'est dans une ambiance festive que les pharmaciens et familles, les étudiants en pharmacie, ainsi que les sponsors du SINAPO se sont retrouvés ce samedi soir autour d'un dîner gala pour clôturer le programme des activités de la 13e journée scientifique du syndicat. Une soirée ayant pour but de renforcer la cohésion et la fraternité entre les professionnels et leurs familles. Chaque année après notre journée scientifique, on termine par cette soirée qui est une occasion de se retrouver en famille. Les pharmaciens avec leur époux ou bien les pharmaciennes avec leur époux. Donc on dîne ensemble, il y a de la musique, mais on profite de l'occasion également de gratifier certains. Vous savez, on est nombreux, mais certains sont quand même particuliers. Ils se sont fait distinguer dans leur domaine. Donc on essaie de leur donner le caducée. Cette année, il y a 3 types de caducée. Le caducée de la reconnaissance. Ensuite, il y a un professeur qui vient de passer, qui est le professeur Diallo, de l'immunologie. Lui aussi, il est enseignant-chercheur. Il n'est pas officinal, mais nous essayons d'encourager les jeunes de ne pas aller seulement dans une branche, mais il y a d'autres branches dans notre domaine. Donc, pour l'immunologie et la recherche, on essaie d'orienter aussi et de créer des émulations vers la recherche également. Donc le dernier caducée, ce serait le caducée de l'officinal. Cet événement annuel a été non seulement un espace d'échange et de détente musicale, mais aussi un moment idéal pour l'ensemble du syndicat autonome des pharmaciens privés et d'officine de reconnaître les mérites des 3 de leurs confrères à travers une projection vidéo sur leur parcours en leur remettant chacun un caducée de reconnaissance. Ça m'a évoqué quand même aussi des souvenirs. C'est aussi un moment qui inspire en moi
une attitude de gravité, c'est-à-dire en ce sens que nous sommes venus aujourd'hui, cela a été possible, tout ce qu'on a fait, parce que des aînés nous ont précédés. Nous sommes là aujourd'hui, on a fait ce qu'on peut, nous-mêmes on a la retraite. Nous voulons que la mémoire de ces anciens-là ne soit pas oubliée. Nous voulons aussi que la génération future, la génération des jeunes, on a un message à leur lancer aussi, qu'ils soient aussi exigeants qu'ont été nos aînés à nous, et un message aussi de ne pas oublier les anciens. Je suis très heureux par la reconnaissance de la profession par rapport à mes convictions dans l'exercice de la profession. Je remercie tous les responsables du SINAPO, comme je l'ai dit dans mon intervention. Moi-même, j'ai été membre du SINAPO de 1999 à 2003. Donc, je félicite le SINAPO, tous les responsables du SINAPO, pour le travail qu'ils font pour l'intérêt général de la profession pharmaceutique. Moi, je pense que c'est un sentiment de fierté d'abord et aussi un sentiment de retrouvailles, parce que c'est l'unique cohésion où tous les pharmaciens, quel que soit son domaine d'action, on se retrouve tous à cette soirée-là. Donc, je pense que sur ce plan, la soirée est unique, parce que c'est une opportunité unique où on se retrouve entre plus jeunes, vieux, entre élèves et étudiants. Je pense que c'est une opportunité et qui fait plaisir. Les responsables du SINAPO ont par la même occasion fait un résumé du bilan de l'année précédente. Ils ont par ailleurs exprimé toute leur reconnaissance à l'endroit de leurs sponsors, ainsi qu'une remise de certificats aux représentants de la cellule régionale. Signalons que l'humoriste Koman Diabaté et le groupe musical Afrique Unie ont agrémenté la cérémonie tout au long de la soirée. Le village de Gundara, chef-lieu de l'arrondissement de la commune rurale de Kontela, a abrité une formation de 3 jours du 14 au 16 février dernier à l'intention d'une centaine de jeunes sur l'énergie solaire. L'initiative est de Samba Koulibaly, secrétaire général de la section de Bafoulabé du parti PRVM Fasoko. Nos envois spéciaux, Sadio Sidibé, nous connaissons. Sont environ 100 participants, tous âgés respectivement de 13 à 45 ans, à avoir bénéficié d'une formation de 3 jours sur l'énergie solaire, au cours de laquelle 3 modules ont été dispensés, notamment l'installation, la pratique et la configuration des antennes paraboliques. Le but de formation était former 100 personnes, 100 jeunes de Kontela pour comment faire l'installation solaire et comment faire l'installation des antennes paraboliques TV. Donc, cette formation aussi a été organisée par Samba Koulibaly. Les participants ont tenu à remercier M. Samba Koulibaly pour cette opportunité qui a permis de parfaire leur connaissance sur le système de branchement des panneaux solaires et des antennes paraboliques. Le maire de la commune rurale de Kontela et le représentant du chef de village n'ont pas manqué de manifester leur joie par rapport à l'importance de cette formation, tout en remerciant l'initiateur. Les formateurs étaient à la hauteur. L'installation des panneaux nous a servi nos parents de ne pas payer encore d'autres acteurs de venir monter ces panneaux et de monter les Canal+. Nous les jeunes, on peut vendre un Canal+ à 10 000 francs. Quand on cherche quelqu'un de venir monter chez nous à 40 000, à 30 000 francs, tu vois. Moindre chose que le double maintenant. Quand mon père achète un batterie à la fin du mois et un panneau, moi-même je serai en capacité de faire ces installations en série, soit en parallèle, et servir mes frères aussi d'apprendre à la maison et s'exercer. Je profite de l'occasion pour remercier Samba Koulibaly, le donateur. Cette formation est importante à plusieurs titres. D'abord, moi, ça me soulage du point de vue charge, parce que la jeunesse ici, Kontela, est une jeunesse dévouée qui a subi plusieurs sortes de formations, surtout qui sont détenteurs de plusieurs diplômes. Mais le Mali tel qu'on le connaît aujourd'hui n'emploie pas. Donc s'il y a de telles formations, on ne fait que s'en réjouir. Les remerciements sont infinissables parce que nous sommes à notre première. Un responsable qui
a de telles initiatives, on ne fait que le remercier et lui souhaiter bon vent. Parrain de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Manantali et auteur de plusieurs actions de bienfaisance dans le cercle de Bafoullabé, ce sont entre autres autant de missions que Samba Coulibaly souhaite accomplir pour le développement de sa localité. La jeunesse m'a rapproché le 25 janvier donc, pour me demander de les appuyer. Parce que tout Kantela se trouve dans une zone entourée de collines où les enfants très généralement vont à l'extérieur du pays. Et il y a d'autres même qui perdent leur vie voilà, au cours du chemin. Donc je les ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai pris l'engagement de leur former sur le système solaire. Le système solaire et l'installation aussi, l'installation et la configuration des antennes paraboliques. Dieu merci, la formation s'est très bien passée. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand j'ai vu les jeunes femmes donc, qui ont vraiment saisi cette formation-là, les questions qui ont été posées, elles ont répondu vraiment en hauteur de suet. Tous les villages. Outre ces réalisations salvatrices, le natif de Mahina, non moyen secrétaire général sous la bannière du parti PRVM Fasoko de la sous-section de Bafoullabé, vient gracieusement offrir une formation sur les outils des énergies renouvelables à une centaine de personnes de Gundara avec pour objectif contribuer au développement socio-éducatif de la localité de Kontela. Donc ont été concernés par cette formation-là. J'avoue que vraiment, je n'ai pas assez de mots à dire parce que j'ai tout de suite vu que c'est une entreprise qui sera créée à Kontela par les fils de Kontela et qui sera vraiment bénéfique pour la population. Remise d'attestation et une photo de famille ont sanctionné cette cérémonie et l'enregistrement d'une émission télévisée de Sharifla TV appelée Jeunesse et Développement. Actualité hors de nos frontières. Au Soudan du Sud, l'ex-chef rebelle Riek Machar a été investi samedi 22 février à Juba, premier vice-président. Il a prêté serment et a été ainsi officiellement rétabli dans ses anciennes fonctions de vice-président. Cette cérémonie constitue le point d'orgue de l'accord de paix entre les deux dirigeants, censé mettre fin à 6 ans de guerre civile. Riek Machar a également tenu à réaffirmer son engagement et celui de son mouvement à travailler avec tous les partenaires et en particulier avec le président Kiir afin de mettre en place cet accord de paix dans les faits et dans les esprits. Même engagement du côté du président Salva Kiir. Lors d'une longue allocution, il a promis aux Sud-Soudanais la fin de 6 ans de guerre. Ces développements signifient la fin officielle de la guerre et nous pouvons maintenant proclamer une nouvelle ère. La paix est arrivée et elle va rester. Le président Kiir a également appelé les Sud-Soudanais à se pardonner et à se réconcilier. Présent à la cérémonie, le chef de la mission de l'ONU au Soudan a salué le courage des deux leaders sud-soudanais, mettant toutefois en garde. Il s'agit certes d'une étape importante, mais la cohabitation risque d'être longue et difficile jusqu'aux élections prévues dans 3 ans. Autre actualité hors de nos frontières, les Comoriens votent ce dimanche 23 février pour le second tour des législatives. L'opposition n'a pas envoyé de candidats à ces élections, décidant de les boycotter. L'atmosphère est assez calme dans le pays. L'Assemblée nationale du pays compte 24 députés et 19 d'entre eux ont été déjà élus directement au premier tour. Les candidats toujours en lice sont tous issus de la mouvance présidentielle ou sans étiquette mais proches du président Azali Assoumani. Il n'y a donc guère de suspense dans ces élections législatives dont les meetings de campagne ont été quasi inexistants. À l'annonce de ces résultats du premier tour par la CENI, c'est d'ailleurs le taux de participation de 61% qui avait surtout fait débat, car finalement ces élections législatives un peu jouées d'avance n'avaient pas semblé mobiliser l'électorat. Mais c'est une opposition moribonde ayant déserté le terrain politique qui avait voulu s'en plaindre par voie de communiqué
de presse. Et c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité africaine et internationale commentée ici par Amadou Diarra. Chez nos voisins de la Guinée-Conakry, certains députés de l'opposition ont été empêchés samedi de quitter leur hôtel et de tenir un meeting contre le référendum constitutionnel du 1er mars que l'opposition dénonce justement comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat. Les députés en question devaient participer à Mamou Centre à un meeting de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, le principal parti d'opposition contre le projet de nouvelle constitution. Un jeune de 17 ans a été tué par balle au cours des heures jeudi dernier avec les forces de l'ordre à Wanindira, fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry. Cela porte désormais à 30 le nombre de manifestants tués depuis mi-octobre de cette vague de protestation qui a également coûté la vie à un gendarme. Le FNDC ainsi que le collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile appellent tous à boycotter et à empêcher le référendum organisé en même temps que les législatives en Guinée-Conakry. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a averti samedi que les systèmes de santé en Afrique étaient mal équipés pour affronter l'épidémie de coronavirus si des cas de contamination apparaissaient et se multipliaient sur le continent. Au cours d'une réunion des ministres de la santé des pays de l'Union africaine UEA à Addis Abeba, le directeur général de l'OMS a appelé les pays de l'UEA à faire front commun pour être plus agressifs dans la lutte contre le nouveau coronavirus encore appelé Covid-19. Jusqu'à présent, l'Égypte est le seul pays d'Afrique à avoir enregistré un cas confirmé de contamination. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les responsables africains à prendre des mesures drastiques de prévention et de contrôle, car l'Afrique est particulièrement vulnérable en raison de ses systèmes de santé relativement précaires. Direction à présent le Togo, où le domicile de l'opposant Agbeyome Kodjo, qui se présente face au président sortant Faure Yassimbe en lice pour un 4e mandat, a été encerclé ce samedi soir par les forces de l'ordre quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Pendant 3 heures, l'accès de la maison d'Agbeyome Kodjo a été bloqué ce samedi par des policiers et des membres de la FOSEP, la force de sécurité spécialement déployée pour l'élection présidentielle. Selon un membre de l'entourage de l'opposant togolais présent sur place, ces forces de l'ordre et de sécurité auraient pris position en milieu d'après-midi vers 17h. L'information a d'abord été relayée par son entourage avant que l'ancien Premier ministre ne prévienne l'agence France Presse. Les autorités ont expliqué que ces forces ont été déployées pour assurer la propre sécurité du candidat. En Guinée-Bissau, l'organisation régionale ouest-africaine CEDEAO a menacé samedi de sanctionner ceux qui feraient barrage à la normalisation politique et institutionnelle du pays, plongé dans une impasse post-électorale depuis près de 2 mois. L'issue du second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre demeure disputée entre Umaro Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et donné vainqueur par la Commission nationale électorale CNE, et Domingos Simões Pereira, le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui domine la vie politique du pays depuis son indépendance en 1974. Dans un communiqué, la CEDEAO rappelle qu'elle avait, dès le 22 janvier, pris acte des résultats annoncés par la CNE et félicité le vainqueur Umaro Sissoko Embalo, crédité de 53,55% des voix. Domingos Simões Pereira, qui avait viré en tête avec 40,1% des voix au premier tour, mais n'a recueilli que 46,45% au second tour, conteste toujours ces résultats entachés selon lui de fraude. Parlons à présent des primaires des démocrates aux États-Unis d'Amérique avant de refermer cette page internationale. Le socialiste Bernie Sanders est donné largement vainqueur des caucus du Nevada selon des projections des médias américains samedi soir. Dans cet état de l'ouest du pays, le vote des minorités était crucial. Le sénateur du Vermont fait désormais figure de favori dans la course démocrate. Après le chaos de l'Iowa et une première victoire dans le New Hampshire, Bernie Sanders a été déclaré gagnant dans le caucus du Nevada samedi 22 février par les médias américains selon des résultats encore partiel. Depuis San Antonio au Texas, un État qui vote mardi 3 mars lors du Super Tuesday, Bernie Sanders a revendiqué la victoire. Le vote des Latinos, qui représente 29% des habitants de cet État de l'Ouest du pays, était en effet crucial. Joe Biden, longtemps donné favori au niveau national, a remercié ses partisans pour ce qui s'annonce comme une 2e place dans le Nevada. Et ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.